Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, on dépoussière pour vous l'histoire du monde et de ce vieille pierre avec une visite guidée du musée de l'archéologie. Anna Darmon habille les femmes des mains aux oreilles grâce à ses bijoux aériens. C'est notre invitée. L'OEV déconstruit nos repères et nous plonge dans un univers mode où l'abstraction se mêle aux vêtements. Coup de jeune dans l'univers de la tapisserie. Chez Peacemaker, on redonne vie aux assises fatiguées. Avant de retrouver Anna Darmon, fondatrice de la maison Mansano, tout de suite point de vue. Dans un monde arc-en-ciel, il y a des couleurs qui se démarquent. Plus qu'une simple teinte, elles deviennent une véritable signature et c'est le cas de l'incontournable bleu Majorelle. Subtile nuance tendant vers le bleu clin, il est cependant teinté de violet. Il tire son nom du peintre orientaliste Jacques Majorelle qui vivait au Maroc et avait décidé de peindre les murs de sa villa et de son atelier de cette couleur vibrante. C'est en 1980 que le créateur Yves Saint-Laurent racheta sa demeure et rendit populaire cette nuance. Si certaines plantes ont souvent été associées aux intérieurs vieillots, le jardinage provoque depuis quelques années un engouement certain, notamment chez les citadins en mal de verdure. L'ouvrage Les plantes de Mémé tord le cou aux clichés et nous apprend à nous occuper de nos plantes. Comment les entretenir, quand les arroser ou les installer, mais aussi plein d'astuces pour devenir un pro de la bouture, pour réussir à les faire fleurir et surtout pour arrêter de les faire mourir. Pas mal, non ? Créé en 1967 dans une version carrée aux angles arrondis, c'est en réalité dans sa version ronde de 69 que le système de rangement Componibili modulaire en italien devient un succès mondial. Couleur pop, formes envoûtantes, praticité, à ses débuts, il est fabriqué en plastique ABS, un matériau révolutionnaire à l'époque. C'est l'éditeur Cartel qui en 2019 changera sa composition et le rééditera dans un matériau écologique bio et réalisé à partir de déchets agricoles. Empreinte de l'histoire du monde, le musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye dévoile ses trésors dans Version française. La visite au sein du musée d'archéologie nationale, elle est triple parce qu'elle reflète effectivement la relation à l'histoire de France. Elle est très importante parce qu'elle constitue une première découverte finalement de cette histoire longue du temps humain à travers les collections. Et puis elle est aussi, c'est une balade esthétique et il faut la considérer comme telle, une balade loisible entre le domaine, ses jeux d'ombre et de lumière et finalement ceux que vous pouvez retrouver à l'intérieur des espaces de visite. Abritées dans les couloirs du château de Saint-Germain-en-Laye, ancienne demeure royale, les collections du musée retracent plus de 150 ans d'archéologie. Cette discipline émergente au XIXe siècle passionnait l'empereur Napoléon III, qui profite en 1862 de la rénovation du bâtiment pour y créer un musée d'un genre nouveau. Napoléon, à ce moment-là, Napoléon III veut constituer un musée qui n'est pas un musée d'antiquité classique, qui n'est pas un musée des beaux-arts, mais un musée de cette discipline naissante au milieu du XIXe siècle et qui est l'archéologie, c'est-à-dire la découverte dans le sous-sol, le repérage de structures, la compréhension de la stratigraphie, sa documentation et sa préservation pour la lecture finalement du passé humain. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ces collections, elles reflètent les pratiques et les méthodes qui ont été employées en archéologie. C'est le cas de la salle Édouard Piette, un archéologue amateur dont les fouilles méticuleusement classées par le chercheur représentent l'un des plus importants témoignages de l'histoire de l'archéologie. Édouard Piette a réuni une collection assez incroyable à l'issue de ses fouilles qu'il a classée. Et là, la salle est très émouvante pour ça parce que finalement, lorsque vous regardez les vitrines, vous regardez le classement projeté par Édouard Piette. Un classement scientifique, un classement topographique également, en tout cas un classement qui va permettre de mieux comprendre à un moment donné les grandes périodisations de la préhistoire. Et ce précieux classement n'a pas bougé d'un silex depuis le XIXe siècle. Lorsque la donation est effectuée, elle est assortie d'un certain nombre de clauses testamentaires, dont le fait que cette collection ne devait
pas bouger. Et quand je dis pas bouger, c'est que même la présentation, la disposition des objets ne pouvait pas bouger, que même les étiquettes que vous avez à l'intérieur des vitrines devaient être respectées, puisqu'on est dans une œuvre de l'esprit qui est le classement associé à ces différents gisements qui ont été étudiés par Édouard Piette. Autant vous dire que lorsqu'en 2004, les travaux de restauration de cette salle démarrent, à ce moment-là, s'ensuit un véritable terrain d'expérimentation aussi pour essayer de conserver avec de nouvelles techniques de conservation les objets au mieux. Donc vous avez une salle qui est éclairée par exemple en LED, une technologie plus froide pour pouvoir présenter les objets. Vous avez un support qui a été le rouge, qui normalement est chargé de pigments et donc pas très très bon pour la conservation, qui lui a été étudié pour adopter par ailleurs un support le plus neutre possible. Et c'est notamment dans cette capsule temporelle qu'est préservée la célèbre Dame à la capuche, l'un des plus vieux portraits de l'humanité. Il faut imaginer qu'on a 26 000 ans qui nous séparent, ce qui est énorme. Ces traits, vous le voyez, sont symétriques, sont extrêmement esthétiquement traités, avec un jeu d'ombre, un jeu de modelé assez incroyable, et puis avec cette coiffe qui, bien évidemment, a interrogé les préhistoriens. On a parlé de capuche, on a parlé de résille, on a parlé de perruque à un moment donné. Et là, le témoignage le plus important, c'est qu'on reconnaît dans ces périodes un format d'expression artistique pour les hommes qui les ont sculptés. Sculptures, parures, sépultures et armes de combat, du paléolithique jusqu'à la guerre des Gaules, c'est toute l'histoire de l'humanité que retrace ce parcours, dont les murs eux-mêmes portent une dimension archéologique. En témoigne cette chapelle intégrée au château qui nous rappelle une certaine Sainte-Chapelle parisienne. La chapelle royale de Saint-Germain-en-Laye, c'est l'un des rares vestiges préservés depuis le XIIIe siècle, depuis le moment où elle a été pensée, conçue et inaugurée par Saint-Louis. Et l'on pense qu'ici, cette chapelle a été réellement une maquette préfigurant la future Sainte-Chapelle. On est dans ce qu'on appelle le gothique rayonnant, donc dont nous sommes réellement dans une vision de l'architecture qui devient une cage de verre et qui fait rentrer la lumière en plein, considérée à ce moment-là comme vraiment une lumière divine dans l'ensemble. On observe aussi des choses un petit peu particulières sur les murs. Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle l'ancien musée chrétien. Ce musée visait justement à rassembler des témoignages des premiers temps chrétiens durant l'Antiquité tardive et puis des premiers temps chrétiens aussi durant les rois mérovingiens. Et on a le long des murs, non pas des originaux, mais en grande partie des moulages qui reflètent cette histoire archéologique intégrée dans ce bâtiment. Un musée dans le musée pour une balade multiple des origines de l'homme au temps des cathédrales et des châteaux forts. Aussi précieux que ces pierres, le savoir-faire de la créatrice Anna Darmon part d'éclat les femmes d'ici et d'ailleurs. J'aime que mes bijoux expriment une forme de délicatesse. Ça se traduit notamment dans des lignes assez pures, assez simples et qui finalement sont là au service de la pierre ou au service de la peau, d'une ligne du corps. Et du coup, ça se traduit dans quelque chose d'assez intemporel. Initiée aux belles parures par 3 générations de femmes, Anna Darmon est la jeune créatrice de Mansano, une maison de joaillerie aux lignes graphiques qui rend hommage aux noms et aux bijoux anciens de son arrière-grand-mère. Comme un pont entre le passé, le présent et l'avenir, Anna élabore ainsi de précieuses collections où se côtoient courbes douces, pierres travaillées et torsades délicates. Je trouve que c'est intéressant de prendre en compte toute une phalange, par exemple, ou la ligne du cou dans le dessin du bijou, et effectivement de trouver la manière dont le volume du bijou interagit avec le corps et parfois peut venir entrelacer une partie du corps ou révéler la peau. Passionnée de peinture et de sculpture, la jeune créatrice puise son inspiration dans les beaux-arts qu'elle a longtemps elle-même explorés avant de trouver dans la joaillerie la synthèse de toutes ses passions. Pour moi, la joaillerie, ça a été l'aboutissement d'un cheminement, d'une exploration, de la recherche de mon esthétique qui est passée à travers tous les beaux-arts, tous les arts appliqués. Et je trouve en fait dans la joaillerie un équilibre intéressant entre l'intuition créative du dessin et de la sculpture et le geste technique, minutieux et très poétique de l'artisanat d'art. Tel un peintre à son chevalet, c'est à la gouache qu'Anna finalise les croquis de ses futures collections.
Mais elle peut aussi tenter de moderniser d'anciens bijoux qui lui sont confiés, comme cette bague de fiançailles. Anciennement, c'est vrai qu'on aimait donner du volume aux bagues en sertissant les pierres comme ça de manière très haute. Et moi, je vais au contraire chercher à beaucoup plus intégrer la pierre elle-même dans une bague qui elle-même aura un volume assez architectural et très présent sur la main. Et donc je pense essayer de reprendre l'ensemble des diamants sous forme un petit peu de constellation. Diamants, saphirs, améthystes, quand les gemmes ne lui sont pas déjà fournies, la créatrice prend plaisir à choisir la pierre qui viendra sublimer le dessin de ses modèles. J'attache beaucoup d'importance à avoir un coup de cœur spécifique sur une nuance de couleur. J'ai tendance à aimer les teintes assez mystérieuses, assez intermédiaires. Par exemple, j'aime énormément les bleus-gris ou les verts-gris que je trouve très subtils. Ce sont des teintes qui sont très changeantes en fonction de l'endroit et de la lumière. Et on redécouvre à l'infini son bijou et sa pierre en fonction de ces différentes nuances. Bagues, colliers, boucles d'oreilles, Anna aime décliner un même modèle en multiples portées qu'elle réalise auprès de l'atelier de Lionel, maître en la matière. Là, l'idée, en partant de la boucle vers le pendentif, ça sera donc de ne plus avoir cette courbe pour qu'il puisse se poser parfaitement au creux du cou. On peut commencer par développer la boucle d'oreille et ensuite le pendentif parce que je pense qu'on aura plus de travail sur le pendentif. À travers son bijou, on peut percevoir la personnalité d'Anna qui est raffinée, douce et avec un esprit à la fois ancien mais qui mêle aussi modernité, notamment avec les courbes, avec les torsades qui épousent la forme du doigt. On a l'impression que la bague est en mouvement. Un mouvement signature fabriqué toujours à partir d'une seule et même matière, de l'or éthique et labellisé. Au-delà du fait que ça soit un métal qui peut vivre sur plusieurs générations, je trouvais qu'il offrait une pluralité de manières de le travailler et de le faire vivre qui était très intéressante. On peut lui donner un éclat tout particulier avec une finition polie, vraiment brillante, mais aussi lui apporter davantage de profondeur et de texture avec une finition plus brossée ou martelée. Un jeu de lumière et de mouvement des matières entre l'or et les pierres qui n'a pas fini de nous faire tourner la tête. Bonjour Anna. Bonjour Caterina. Anna, le nom Mansano vient de votre arrière-grand-mère qui vous inspire tout au long de cette aventure. Comment elle vous inspire? Tout à fait. Alors, c'est un nom qui veut dire doux et paisible. Et effectivement, j'ai appelé ma marque Mansano pour rendre hommage aux 3 générations de femmes qui m'ont précédée et qui sont une grande source d'inspiration pour moi au quotidien, que ce soit dans mes créations, tout comme dans mon quotidien de femme. Il y a ces générations de femmes dont vous parlez, mais il y a aussi votre père qui était artiste et qui vous a initié au dessin, ce qui était très important. Alors, il m'a vraiment initiée à la fois à la pratique de tous les arts picturaux, de tous les arts plastiques, le dessin, la peinture, la sculpture, et aussi à toutes mes connaissances en histoire de l'art. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps en grandissant dans son atelier, à la fois à l'observer peindre et à la fois à apprendre à maîtriser ce geste du dessin. Il doit y avoir, j'imagine, des critères pour dessiner un bijou qui doivent être de l'ordre de proportion, harmonie, équilibre. Est-ce que ce sont 3 mots qui vous parlent? Quand je dessine et quand je conçois le bijou, je pense à tous ces éléments évidemment. Notamment, ça peut se rapprocher par exemple de la conception architecturale parce qu'on conçoit vraiment son bijou dans toutes ses dimensions, mais aussi dans son harmonie d'ensemble. Il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est ces étapes de réalisation technique. Et comme j'ai la chance d'être très proche des différents artisans qui vont ensuite interpréter mon dessin et donner vie au bijou en 3 dimensions, je pense aussi à chacune des contraintes techniques de sa réalisation que j'intègre au mieux au moment du dessin. Alors une des particularités de votre maison, c'est les bijoux sur mesure, ce qui implique déjà un bijou responsable dans le sens où
on évite la surproduction et vous utilisez de l'or recyclé. On a la chance que l'or soit un matériau qui se recycle à l'infini. Et il y a une quantité d'or en circulation, un peu dormante en fait, dans différents secteurs, que ce soit dans l'électronique, dans la joaillerie et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette quantité suffit à subvenir aux besoins de la joaillerie pendant encore de nombreuses années. Donc quand on démarre en tout cas une marque dans ce secteur, ça paraît voilà, un peu comme une évidence d'utiliser cet or dormant. Après, c'est vrai que j'encourage aussi mes clients souvent à me proposer certains de leurs bijoux anciens pour faire ce qu'on appelle de la transformation de bijoux. Et dans ce cas-là, c'est vrai que la démarche est vraiment pleinement éthique en termes environnement en tout cas, parce que vraiment on réutilise et on donne une deuxième vie à la fois à la matière, or et pierre. Il y a une particularité aussi dans vos bijoux, je trouve, on a l'impression que la pierre flotte un tout petit peu sur le support qui disparaît presque. Oui, tout à fait. Alors j'aime bien effectivement quand la structure elle-même du bijou se fait un petit peu oublier à la faveur de la pierre et où on a finalement l'impression que la pierre est comme posée sur la peau, un petit peu en lévitation. Et je trouve que c'est intéressant de jouer entre le corps du bijou et la manière dont la pierre effectivement se pose sur la peau. Quelle est votre vision pour les années à venir pour votre maison ? Eh bien, j'espère trouver une résonance avec une clientèle grandissante, peut-être trouver aussi une clientèle internationale. Là, j'en ressens un petit peu les prémices avec mes premières commandes à l'étranger. Donc, j'espère suivre une belle progression et continuer d'exprimer dans ma lancée ma vision esthétique et ma démarche personnelle de ma marque. Merci beaucoup Anne. Merci Caterina. Quand Jonathan Anderson œuvre chez Loewe, le vestiaire classique se transforme et tire vers l'absurde. C'est en mode. Dans un monde où nos repères sont sans cesse mis sans dessus-dessous, où rien n'est plus jamais tout à fait normal et où la réalité prend des airs de science-fiction, Loewe fait table rase de nos attentes vestimentaires passées et expédie le vestiaire classique au royaume de l'étrange. Pour sa collection Printemps-été 2022, son directeur artistique Jonathan Anderson a revisité les pièces les plus basiques de notre garde-robe pour les emmener dans des contrées psychédéliques déconcertantes, comme si la mode se regardait dans un miroir déformant. Depuis qu'il a repris les rênes de cette maison de luxe espagnole, le créateur irlandais y travaille des vêtements tactiles et cérébraux. Toujours en marge des tendances, il exprime son amour de l'artisanat, son attrait pour l'art contemporain et ses obsessions du moment qui, chaque saison, créent un élément de surprise. Pour les identifier, il faut souvent chercher au-delà du premier degré et puiser dans l'essence des formes et des couleurs. Celles de cette collection lui ont été inspirées par une œuvre tout droit sortie du Florence de la Renaissance, la Déposition du peintre Jacopo Pontormo. On reconnaît ses couleurs pastel et les drapés aériens qui flottent autour des personnages. Mais c'est surtout sa dimension inquiétante qui a inspiré le créateur. Cette surenchère de formes et de mouvements et la stupéfaction qu'on lit sur les visages. Jonathan Anderson y voit une forme d'hystérie, une idée de névrose qui vient chambouler l'équilibre des choses. Il tire du jersey sur des structures en fil de fer pour déformer les robes 3 trous en d'étranges sculptures, ou inverse le dos et le devant d'un trench pour en transformer la silhouette. Les robes ne sont plus fendues mais carrément trouées. Les sacs à main se portent comme des bracelets. Le familier glisse vers l'incongru. Il exprime ainsi une vision très personnelle de la Renaissance où tout ce qu'on connaissait du vêtement classique peut être remis en question. Une façon de marquer un nouveau départ dans des temps incertains
où nos repères semblent chaque jour un peu plus fragiles. Aussi fragiles qu'une coquille d'œuf ou que les pétales d'une rose. Des pieds apparaissent à la place des sacs et des objets font office de talons, des accessoires qui rappellent les œuvres de Marcel Duchamp. Avec cette collection, le créateur nous rappelle qu'il existe encore bien des façons pour la mode de réagir à son époque. Et que la plus satisfaisante d'entre elles est parfois d'accepter de lâcher prise et d'embrasser l'absurde pour injecter un peu de rêve à la réalité. Fini le velours mémé sur des sièges fatigués chez Peacemaker, on rend la tapisserie plus stylée que jamais. J'ai récupéré un fauteuil de ma grand-mère auquel j'étais très attaché depuis que j'étais tout petit. C'était il y a plus de 10 ans. Elle a voulu le jeter et du coup, je l'ai récupéré, je l'ai retapé et je me suis pris de passion pour la tapisserie. Depuis le fauteuil de sa grand-mère, de nombreux sièges destinés à être jetés sont passés entre les mains bienfaitrices et autodidactes d'Anthony, alias Peacemaker. Cet ancien graffeur s'est installé il y a quelques années dans cet atelier collaboratif de Montreuil où il poursuit sa passion pour la restauration de fauteuils anciens auquel il mêle son univers de la street culture. J'ai toujours voulu mélanger ces deux univers qui du coup me passionnaient. Donc je m'inspire des coloris des sneakers, des graffitis dans la rue. Je travaille le tissu pour que ça fasse des espèces de gouttes de peinture qui coulent. Des créations au style urbain qu'il élabore également en collaboration avec des artistes de street art, comme sur ce fauteuil aux couleurs pop et à l'allure 70s. Ça, c'est une collaboration avec un artiste qui s'appelle Black Doors, qui fait de l'art optique, qui colle des céramiques dans la rue. Et donc voilà, sur vraiment collaboration typique, en fait, on prend une base de fauteuil, on réfléchit tous les deux à un fauteuil qu'on aime bien. Et du coup, après, on essaie d'intégrer vraiment la patte de l'artiste, donc là, qui se trouve sur les accoudoirs. C'était qu'on ait une idée, qu'on peut voir un petit peu cet effet d'optique quand on change dans tous les sens. Donc là, du coup, il y a eu du travail du bois également. C'est pas de la simple tapisserie. Et là, on a tout fait de A à Z, des pieds aux accoudoirs. Car retravailler la charpente des fauteuils fait aussi partie du métier. Et dans ce domaine, Peacemaker privilégie une méthode de rembourrage pas toujours conventionnelle, mais qui a ses avantages. Logiquement, dans le contemporain, on utilise de la mousse et de la ouate, principalement. Mais moi, j'utilise aussi dans le traditionnel. Ce qui permet d'être accessible aux clients. Dans le traditionnel, le budget il explose, et du coup, les gens jettent et rachètent. C'est pas le matériau qui coûte cher en soi, parce que c'est du crin, c'est surtout le temps passé. Alors qu'avec des matériaux comme de la mousse, ce sont des matériaux qui sont un petit peu plus chers, mais finalement, on gagne un temps fou, donc ce qui permet de faire baisser le prix. Alors avant, le problème de la mousse, c'est que c'était pas des matériaux qui étaient très durables, et maintenant, on est sur une durabilité qui est équivalente aux anciens produits comme le crin. Donc c'est ça qui est important également dans ma démarche, c'est d'avoir quelque chose qui soit durable autant que les matériaux traditionnels. Et c'est notamment lorsqu'il doit dégarnir le crin ou la mousse trop usée que l'artisan tapissier découvre parfois quelques trésors. Ça, c'est ma petite boîte à découverte. Donc là, il y a des centimes de francs, des petits boutons, des petits trésors que je me garde du coup. C'est vrai que j'attache beaucoup de valeur aux objets, surtout aux objets anciens. Quelques souvenirs préservés d'une vie antérieure avant que ces fauteuils Voltaire, ces chaises de salon et autres banquettes ne soient remodelés entre les mains habiles de l'artisan. Alors, chose qui est très cool dans notre métier, c'est qu'on a un marteau aimanté, ce qui nous permet d'avoir un peu, quand on a une main occupée, de choper des semences pour pouvoir ensuite les appliquer. Que ça soit tendu, mais pas trop. C'est toute la subtilité. Dès que ça fait un petit son de tam-tam, c'est qu'on est pas mal. Nickel. Sanglage, rembourrage, fixation, si Peacemaker maîtrise aujourd'hui ce savoir-faire traditionnel sur le bout des doigts, l'ancien graffeur aime toujours rajouter sa petite touche finale.
J'aime bien les lettres, j'aime bien le lettrage, ça fait toujours partie de la culture hip-hop et de la culture graffiti. Et donc répéter mon nom à l'infini aussi, c'est quelque chose qui est très ancré dans cette culture. Du coup, j'aime bien utiliser les chutes de tissu et je travaille des outils numériques pour faire du tag un petit peu sur mes fauteuils, sur des velours et que je vais imposer ensuite. Puis ce velours, il est dingue parce qu'on dirait un peu du cuir, comment il est tourné et tout. Je l'adore, c'est un de mes préférés celui-là. Le contraste, il est assez fou avec ça. Jeu de contraste et mélange des genres, l'homme qui ne tague plus sur des murs mais sur du velours n'a pas fini de surprendre la profession. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!